Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité de ce grand journal, l'agriculture. La campagne bat son plein et les producteurs promettent une bonne saison. La relève, elle semble être assurée car le gouvernement table sur une formation des jeunes aux métiers agro-silvopastoraux. Et pendant ce temps, l'accès des femmes à la terre demeure un sujet tabou au pays des hommes intègres. Pratiques culturelles, hobbies ou tout simplement amour pour les animaux, l'élevage domestique se développe de plus en plus. En milieu rural, animaux et humains se côtoient souvent dans un cadre peu propice. La cohabitation avec nos amis les bêtes n'est pas sans danger. Nous les évoquerons avec notre invité, le directeur général des services vétérinaires. Dans ce journal, également l'histoire d'une femme, une princesse controversée à qui l'on reconnaît tout de même une certaine grandeur. Gimbi Ouattara a un mausolée entièrement dédié à son œuvre. À Bobo-Dioulasso, visite guidée sur l'un des sites les plus connus de la ville de Sia dans une vingtaine de minutes. En République démocratique du Congo, une marche de civils burundais a été violemment réprimée par les forces de sécurité congolaises. Le bilan fait état d'une trentaine de personnes et une dizaine de blessés. Les victimes protestaient contre le rapatriement forcé de 4 d'entre eux au Burundi. Mais avant donc un tour dans les exploitations agricoles de la province de la Sicile, le ministre en charge de l'agriculture y poursuit une tournée initiée pour encourager les acteurs du secteur. Les producteurs modèle Jacob Ouedraogo en a rencontré. Il a été suivi par nos reporters Souleymane Sanou et Olopoda. Le sourire aux lèvres, Boukari Zézien contemple son champ d'igname sous le regard du ministre Jacob Ouedraogo qui est venu l'encourager pour ses efforts dans le respect strict des consignes des services techniques de l'agriculture. Sur ses 4 hectares d'igname, ce producteur compte améliorer son revenu avec un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs CFA. Outre ce producteur de Outoulou, localité située à une vingtaine de kilomètres de Léo, ils sont nombreux les agriculteurs qui croient en la terre et parmi eux, il y a des femmes. C'est le cas de Suzanne Zongo qui exploite un domaine de 15 hectares avec des spéculations comme le maïs, le niébé et l'anacarde. Le résultat attendu ici se chiffre à environ 1 million de francs CFA. Mais le souci de Mme Zongo est qu'elle exploite un domaine non sécurisé. Le domaine n'est pas sécurisé parce qu'on n'a pas les papiers pour dire que réellement le terrain nous appartient. On a pensé pour le faire pour le moment, mais on n'a pas encore abouti au papier. Et nous comptons aussi que Dieu continue à les aider à avancer et donner beaucoup d'exemples aux femmes de pouvoir penser que l'agriculture aussi c'est quelque chose de bien. Aller au contact des producteurs, s'enquérir des réalités du terrain et encourager l'utilisation des semences de variétés améliorées, c'est tout l'enjeu de la sortie du ministre en charge de l'agriculture dans cette partie du Burkina. Il faut vraiment avoir du courage pour s'engager dans l'agriculture, surtout quand on est femme. Et je voudrais encourager de ce qui est fait et je voudrais aussi inviter toutes les femmes qui ont la possibilité de pouvoir investir dans l'agriculture, de ne pas hésiter, parce que le ministère de l'Agriculture est à pied d'œuvre pour accompagner toute initiative de ce genre et faire en sorte que ce que nous avons comme paquet technologique puisse être enseigné, que les femmes puissent être encadrées et qu'elles puissent contribuer un tant soit peu au développement de notre pays. Pour joindre l'acte à la parole, le ministre Jacob Ouedraogo a remis à Mme Zongo une tonne d'engrais et du matériel agricole. Question d'accompagner la productrice dans l'atteinte de ses objectifs, ceux de produire en quantité et en qualité en vue de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté au Burkina Faso. Intéresser de plus en plus de jeunes aux métiers agro-silvopastoraux, c'est le défi que s'est lancé le ministère en charge de l'agriculture. Pour ce faire, il table sur les centres de promotion rurale. Yves Rwamba et Yacouba Goro étaient en immersion dans un de ces centres, celui de Kodougou, situé à une dizaine de kilomètres de Dédougou. Le reportage. La formation des acteurs du monde agricole est un autre défi à relever pour le département en charge de l'agriculture au Burkina.
C'est une nouvelle orientation donnée par le gouvernement en vue de former les jeunes ruraux au métier d'agriculteurs, d'éleveurs, d'entrepreneurs agricoles. Le ministère de l'Agriculture est en train de se moderniser. Il y a eu les centres de promotion ruraux qui ont existé depuis les années 60. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous voulons encourager la jeunesse à aller à la terre, puisque la plupart des jeunes pensent que le métier d'agriculture est un métier salissant. Et il faut leur donner les compétences nécessaires pour justement s'auto-employer et pour aussi créer de l'emploi. Dans ce sens, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a mis en place des centres de promotion rurale, dont celui de Kodougou. Situé à 15 km de Dédougou, le centre de promotion rurale de Kodougou, créé depuis 1989, a formé à ce jour près de 600 jeunes agriculteurs. Le centre, c'est un centre d'abord public. Avant la fin de la formation qui dure 2 ans, et chaque apprenant élabore un projet d'installation. Voilà, il choisit le domaine dans lequel il souhaite être installé du moins. Et il s'agit des grandes cultures, c'est-à-dire ceux qui décident de faire rien que de l'agriculture pure. Et il y a d'autres qui décident de faire de l'embouche, en plus de la production végétale. Et il y en a aussi qui décident de faire l'élevage de volailles. Donc en fonction de ça, ils élaborent un projet en bonne et due forme et qu'ils le déposent au niveau du centre. Et ils rentrent. Et à travers le ministère qui a en tout cas un programme d'accompagnement à l'installation de ces jeunes-là, on regarde maintenant dans ce projet et on les appuie. Un domaine de 50 hectares est exploité par les apprenants agricoles sur le site. Et cette année, les cultures dans les champs expérimentaux présentent de bonnes physionomies. Preuve que les bonnes pratiques agricoles enseignées ont été assimilées selon les visiteurs du jour. Des acquis ont été engrangés, mais des difficultés demeurent. L'insuffisance d'aménagement agricole, les réseaux d'adduction d'eau potable non fonctionnels et la vétusté accentuée des bâtiments sont entre autres les difficultés relevées. Ces centres avaient besoin d'être réhabilités. Et cette année, nous avons mis en place un programme pour justement la promotion des jeunes à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Et nous voulons réhabiliter tous ces centres qui ont des bâtiments très vétustes, qui n'ont pas le matériel nécessaire pour accompagner les jeunes dans l'apprentissage d'un métier. La dynamisation des centres de promotion rurale est une initiative nécessaire pour permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle dans le développement du Burkina Faso. Et celui de Kodougou permet de transformer chaque année au moins 50 jeunes en agriculteurs aptes à participer au développement de la région de la boucle du Mouhoun. Et toujours sur ce même sujet, et le ministre le relevait tantôt, les femmes sont très souvent lésées en ce qui concerne l'exploitation de la terre. Elles sont surtout locataires et ne peuvent prétendre à devenir propriétaires terriennes. Dans le sud-ouest du Burkina, cette discrimination trouve son origine dans des coutumes ancestrales. La problématique est au centre de ce dossier que signent Mathias Drabo et Olopoda. C'est avec amertume et regret que Sabou Hien nous raconte sa mésaventure. Ayant bénéficié d'un demi-hectare de terre de Marcel Da, un propriétaire terrien, pour ses activités maraîchères et la production du moringa, Madame Hien s'est vue retirer ce lopin de terre qu'elle a aménagé avec son groupement féminin. Sans nous informer, Marcel est venu s'aimer des arachides en lieu et place de nos baobabs et nos plants de moringa, mettant ainsi en branle tous nos investissements. Comment peut-il me refuser une terre que mon père a donnée gracieusement à son papa? Moi, je comprends son attitude, puisque je ne suis pas un homme pour hériter du patrimoine foncier. Si j'avais des frères, Marcel allait agir autrement. J'ai accepté au départ parce qu'elle voulait faire de la maraîcher-culture. Quand je les ai vus planter des arbres, j'ai récupéré ma terre. Avec la plantation de ces arbres, c'est comme si ce sont elles qui sont devenues propriétaires alors que ce n'est pas le cas. J'ai hérité de cette terre. Si je la cède aux femmes, je vais rendre compte plus tard à mes héritiers. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Marcel Da vient ainsi de briser le rêve de Madame Hien qui voyait en son projet de jardin nutritif une opportunité d'affaires pour le groupement des femmes du village de Orkoupo. Nous sommes à quelques encablures de Gawa dans le sud-ouest.
Ici, les femmes fournissent plus de 70% de la production alimentaire et constituent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole. Et pourtant, leur accès à la terre demeure problématique. Nous travaillons chaque jour la terre au profit de la famille et au compte de nos hommes. Quand nous demandons aux hommes de nous céder 1 ou 2 hectares pour nos propres affaires, ils refusent en disant que la femme n'a pas droit à une grande superficie de terre. Nous les comprenons parfaitement. Les hommes savent très bien que s'ils nous donnent de grandes superficies pour produire, ils vont perdre la main-d'œuvre agricole que nous sommes. Mais c'est surtout notre indépendance financière qui leur fait plus peur parce que nous sommes capables de réaliser plus de chiffres d'affaires qu'eux. Dans cette région, la femme a droit à la terre quand il s'agit juste de produire rapidement du gombo, de l'arachide, du pois de terre ou du haricot. Par contre, elle ne peut pas prétendre à une possession durable qui lui permettrait de produire de la narcade ou d'autres produits de rente. Une précarité qui confine les femmes dans une position de dépendance foncière et économique vis-à-vis des hommes dans cette partie du Burkina où l'agriculture est la principale source de revenus. Nous voulons que les femmes soient vraiment des vraies productrices avec des hectares. Mais c'est là le vrai problème. Une femme qui veut avoir des hectares pour cultiver à côté d'un homme, culturellement, c'est comme tu veux avoir le dessus sur ton mari, ou tu veux montrer que tu es plus. Et là, c'est un peu difficile. Exclue des droits de gestion du patrimoine foncier, la femme au sud-ouest exploite de petites superficies et à faible productivité. Même si la terre peut lui être prêtée pour ses activités, en aucun cas cette dernière ne pourra disposer d'un titre foncier dans le but d'en profiter pleinement comme propriétaire. En matière d'héritage, on peut prendre en compte la femme pour ce qui concerne le bétail, les habits ou encore les ustensiles de cuisine. Mais en aucun cas, elle ne pourra hériter de la terre. La terre revient toujours aux hommes, c'est-à-dire au fils du défunt. Le combat pour l'autonomisation des femmes est loin d'être gagné au sud-ouest. Leur accès à la terre est une équation délicate et parfois complexe à résoudre au regard du poids des traditions. La solution ne semble pas se trouver a priori dans une stricte réglementation en la matière à travers les lois. Une démarche participative pourrait être une piste qui susciterait des réponses à cette question par les populations elles-mêmes. On en vient à cet autre titre de ce journal, la cohabitation entre animaux et population. Et nous prenons la direction de la ville de Dori dans le Sahel pour en être édifié. L'élevage domestique y est le commun de bon nombre de ménages, non sans conséquence. État des lieux, signé Alexis Oudraogo et Seydouzo. Dori, capitale de la région du Sahel. À travers ce monument, devinez-en vous-même. Ici, l'élevage se pratique dans les concessions. Les Doriens cohabitent avec les animaux, ce qui pose un problème d'insalubrité. Selon les spécialistes de la santé, l'élevage domestique a des implications sur la santé de la population. Ces insalubrités sont à l'origine du développement, par exemple, des insectes. Beaucoup d'insectes, on peut avoir beaucoup d'insectes comme les moustiques et tout le monde connaît, les moustiques sont des vecteurs de transmission du paludisme. Ils sont également vecteurs de transmission d'autres maladies, comme qu'on a connu l'année passée, comme la dengue. À cela s'ajoutent les maladies diarrhéiques. Et du fait de la promiscuité avec les animaux, d'après les agents de l'élevage, cela pourrait être source d'autres maladies appelées zoonoses. Ce sont des maladies transmissible de l'animal à l'homme. Je citerai 2 cas, notamment par exemple pour ce qui concerne la brucellose, une vache qui avorte et que l'avortement qui avorte dû à la brucellose, voilà, donc tous les écoulements peuvent être contaminants pour les personnes qui vivent donc aux environs de cet animal. D'autres choses pour ce qui concerne la brucellose, qui peut être transmise soit par le lait consommé cru. Des points de vue qui ne sont pas forcément partagés par Ama Amadou Diko, éleveur à Dori. La boue de vache, les tradis praticiens utilisent ça
pour soigner beaucoup de maladies. Et même l'urine de vache, ça a un aspect thérapeutique, ça soigne. Les gens prennent ça se laver, il y a des gens même qui boivent. Selon cet éleveur, l'élevage est une pratique culturelle à Dori. Il y a un lien sacré qui lie le peul à l'animal. La vache fait partie de notre héritage, et de notre culture, de notre civilisation. Donc la vache aussi a une part de l'histoire dans notre vie. Donc on ne peut pas se séparer de la vache. Autre problème que crée l'élevage à Dori, ce sont les accidents de la circulation dus à la divagation des animaux. Avec le développement de la ville, tous sont unanimes qu'il faut travailler à pratiquer l'élevage hors de la ville. Et cela passe par l'implication de tous les acteurs et au premier plan, les autorités communales. Docteur Joseph Savadogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général des services vétérinaires. Dites-nous, l'élevage domestique comporte-t-il autant de risques que vu dans le reportage? Merci bien. Merci surtout pour l'occasion que vous nous donnez pour parler de ce sujet important. Effectivement, il y a un risque de contracter, l'élément l'a montré, un certain nombre de maladies qu'on appelle des zoonoses, qui sont des maladies qui se transmettent des animaux à l'homme, et bien sûr avec possibilité de contagion inverse. Au Burkina Faso, il faut le rappeler, nous avons environ 70 millions d'animaux. Et ces 70 millions d'animaux peuvent être source effectivement de contamination, de maladies diverses si effectivement ils sont malades. Et justement, quelles sont ces zoonoses, ces maladies-là, qui sont imputables justement à la transmission animaux-hommes? Alors, je vais donner quelques exemples selon les catégories. Par exemple, pour ce qui concerne les zoonoses dues à des virus, nous avons la rage, par exemple, et la grippe aviaire que nous connaissons. Il y a des zoonoses dues à des bactéries, notamment la tuberculose, par exemple les salmonelloses, etc., que nous pouvons citer. Il y a effectivement des zoonoses dues à des parasites. Il y a des trypanosomoses, il y a des téniases, etc., et même des zoonoses dues à des champignons microscopiques, notamment les tailles diverses qu'on peut citer. Alors, on l'a vu dans le reportage de Seydouson, à Dori, c'est culturel. On ne peut pas imaginer un habitant de Dori sans sa vache. Est-ce qu'il y a des attitudes particulières à adopter lorsqu'on veut pratiquer l'élevage domestique? Alors, effectivement, nous ne disons pas de ne pas faire l'élevage. Nous demandons tout simplement à ce que nous nous occupions mieux de ces animaux-là pour éviter effectivement que des animaux, l'homme, il y ait des maladies qui puissent justement, que l'homme pourra contracter, et notamment ces zoonoses qui sont parfois très mortelles. Hein. Je n'ai pas cité le charbon bactérien, par exemple, qui est une maladie prioritaire au Burkina. Je rappelle très rapidement qu'une équipe pluridisciplinaire a pu identifier 5 maladies prioritaires au Burkina Faso, notamment le charbon bactérien, la rage, la brucellose dont on parlait, la grippe aviaire, la dengue, par exemple. Donc ces maladies-là doivent faire l'objet de stratégies, vont faire l'objet en fait de stratégies et de plans d'action pour lutter contre ces maladies. Nous ne disons pas que les éleveurs doivent se séparer de leurs animaux, mais ils doivent s'occuper d'eux parce qu'il y a des moyens pour lutter contre ces maladies-là. Et justement, monsieur le directeur général, on a l'impression que s'occuper de son animal est secondaire ici au Burkina. N'avez-vous pas le sentiment que les populations sont sous-informées en la matière? Je dirais que cette population est insuffisamment informée, effectivement, mais il y a quand même des actions qui sont menées. J'ai parlé tantôt de la grippe aviaire, vous avez suivi les actions de sensibilisation, de formation, etc., qui ont été menées à l'endroit de ces populations. Il y a le charbon bactérien, effectivement. Il y a effectivement la dengue aussi, hein, qui a fait l'objet, et la rage, hein, qui chaque année, bien sûr, fait l'objet de campagnes de vaccination et de sensibilisation multiples pour pouvoir éviter justement ces morts d'hommes-là inadmissibles actuellement. Et justement, concernant la rage, je crois savoir que vous avez des actions imminentes qui sont menées à la matière. Oui, et par rapport à cette maladie, je voudrais, avant de répondre à cette question, rappeler
que nous sommes en septembre, et le 28 septembre est la date retenue pour commémorer justement la journée mondiale contre la rage. Et chaque année, nous organisons des sessions de sensibilisation, des informations, des émissions radio, télé, etc., pour sensibiliser le maximum de personnes par rapport à cette maladie. Et je voudrais ici inviter la population à sortir nombreux encore cette année avec leurs animaux pour pouvoir recevoir ce vaccin, pour éviter en fait les morts d'hommes que nous connaissons. Et c'est une campagne qui se mène sur le territoire national? Sur le territoire national, et les vaccins sont disponibles et très efficaces par rapport à cette et gratuitement maladie. Pas gratuitement, mais à des prix très très subventionnés. Est-ce que justement ce n'est pas là un problème, le fait qu'on sorte, on demande de sortir pour payer quelque chose? Est-ce que ce n'est pas là un frein justement à vos activités? Vous imaginez par rapport à la rage, une fois que la rage est déclarée, au niveau que ce soit animal ou humain, alors il n'y a plus de médicaments. L'issue est fatale, la mort est certaine. Alors qu'au niveau animal, nous avons des vaccins qui coûtent que 1000 francs pour pouvoir protéger l'animal et plus tard, bien sûr, protéger la santé publique, protéger l'homme. Donc nous pensons que ce prix-là, qui est modeste, quand même, il est mieux de dégager cette petite somme-là, cette modique somme-là, que d'attendre justement que des humains puissent contracter cette maladie et mourir, puisque une fois déclaré, il n'y a pas du tout de traitement. Donc nous pensons que c'est mieux toujours de prévenir, voilà, que de guérir. À ce niveau-là, il n'y a même pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Merci à vous, Dr Joseph Savadogo, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général des services vétérinaires et vous étiez avec nous sur ce plateau pour parler des zoonoses, les maladies transmises des animaux à l'homme. C'est moi qui vous remercie. Et nous restons avec les animaux, avec un coup d'œil dans nos assiettes. Les amateurs de porc au four pourront apprécier l'ingéniosité d'Étienne Kaboré. Il utilise son triporteur comme four ambulant. Sa charge de la viande de porc cuite est distribuée donc dans les 4 coins de Ouagadougou. Issaka Ouedraogo et Lambert Soma ont voulu en savoir plus. Suivez plutôt. Tieta Abtenga de Ouagadougou, Boureima Etienne Kaboré s'active autour de son four. Un four atypique car monté sur un tricycle qui lui permet à n'importe quel endroit de mener son activité. Sa spécialité, le porc au four. Après avoir soigneusement lavé la viande, il la marine avec de l'ail, du persil, du poivron, des feuilles d'oignon et ce n'est pas tout. Le mieux c'est d'attirer un peu de feu là. Parce que le feu, si ça s'éteint, il faut que le meltier le fait pour entrer aux profondeurs du porc. Parce que le porc, ce n'est pas comme un animal que nous voyons, mouton, chèvre, bœuf là. Il est composé de choses beaucoup. Donc il faut que ça pénètre dedans pour que ça soit bien cuit aussi. Pour mettre le lait, c'est pour que le goût soit effectivement bon, quoi. Avec ça, tu ne peux pas attendre l'odeur du porc. Non. Après 5 à 6 heures de cuisson, le résultat est là. Des morceaux croustillants avec une couleur bien relevée. Notre compagnon du jour prend alors la direction des bars et autres lieux publics. Des consommateurs, il y en a, mais vous ne les verrez pas à l'écran. En tout cas, il leur a fallu débourser au moins 1000 francs CFA pour goûter de la viande de porc. Quand je dis le prix, je dis que non, que c'est cher. Parce qu'eux veulent 500 ou 200. Or 200, ça ne peut pas travailler mon essence et puis mon déplacement, tous les dépannages. Ça dépasse ceux qui sont assis un seul lieu là, avec huile, avec foule là. Mes dépenses là, ça devait coûter au moins 15 000 comme ça, avec un porc seulement. Donc ça fait que je ne peux pas vendre un morceau à 500 ou un morceau à 200. Ce four mobile permet à son promoteur de dégager une marge bénéficiaire qui varie en fonction des périodes. Il faut noter également que ce four est le résultat de 5 mois d'expérimentation. Dans la suite de ce journal, nous allons à Bobo-Dioulasso où des organisations de la société civile se disent insatisfaites de l'avancée judiciaire des dossiers du putsch manqué de 2015. Elles ont convié à la presse à une conférence pour donner leur lecture commune. Le compte rendu avec Manekayen, Siriki Milogo et Ahadi Sandamba. La coordination de la société civile de Bobo-Dioulasso
prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Pour cette première sortie au titre de l'année en cours, cette organisation, face aux hommes et femmes de médias, dit non à une certaine amnistie des putschistes et réclame ainsi justice pour les martyrs. Malgré les réactions unanimes, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, favorables à nos acquis, force est de constater que nous sommes loin d'être satisfaits du traitement réservé à la suite de ces événements, du sort des morts, des blessés et leurs familles, 15 morts et 114 blessés officiellement recensés. Nous réaffirmons ce jour qu'il ne peut y avoir d'amnistie pour les putschistes et leurs complices, car on ne peut pas enjamber des cadavres et des blessés pour établir un compromis politique. Du sort réservé aux victimes économiques. Nous attendons de l'État le dédommagement des pertes matérielles et financières subies par les commerçants. Et pour une accélération du traitement des dossiers, la coordination de la société civile de Bobo-Dioulasso propose sa solution. Elle est simple. Nous venons de traverser une crise. Et cette crise, tout le monde sait ce qui se passe. Nous réclamons toujours justice. Puisque c'est quelque chose qui ne souffre de rien. Les auteurs sont connus. Ce que nous demandons, c'est la justice d'abord. Ensuite, nous passons à la réconciliation. Il faut vider ce dossier. Il faut vraiment l'apurer. Vider totalement, d'où nous parlons des encours. Donc c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Créée en 2014, cette coordination regroupe 10 organisations de la société civile. Une organisation qui entend ainsi poursuivre son rôle de sentinelle et d'éveil de conscience populaire. Le 15 septembre dernier, la communauté internationale célébrait la journée internationale de la démocratie. L'adoption de la nouvelle constitution burkinabé était au menu de la commémoration au Burkina. Le Centre pour la gouvernance démocratique a initié un dialogue entre les différents acteurs. Des échanges riches sont à retenir, nous disent Oscar Soulama et Moumouni Soubeiga. Le passage à la 5e République doit-il se faire par voie référendaire ou parlementaire? C'est à cette interrogation que des acteurs du monde de la société civile, juristes et politiques se sont penchés à cette rencontre dite dialogue démocratique. Objectif, mieux enrichir le débat sur la question afin de dégager les tendances. À ce sujet, deux tendances se sont dégagées au cours des débats. Il s'agit de celle des partisans de l'option référendaire et de celle de la voie parlementaire. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme on le dit. Et partant de cela, il est intéressant que ce processus constitutionnel-là puisse s'achever donc par le mot du peuple, c'est-à-dire donc le référendum. Et voilà pourquoi donc j'ai entre autres donc défendu cette thèse que pour l'adoption de la Constitution, il est opportun de consulter le peuple pour avoir son dernier mot. S'il faut appeler le peuple à venir dire oui ou non pour dépenser des milliards, est-ce que ça ne nous incite pas à mener une réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser des économies quitte à réinvestir ces sommes qui vont être mobilisées pour le référendum ailleurs? Ce débat est organisé à l'occasion de la journée internationale pour la démocratie. Donc nous fêtons, nous célébrons la démocratie et nous avons estimé que le moyen de célébrer, le moyen le plus adéquat, c'est de répondre à notre vocation, à notre nature, celle de la réflexion. C'est pourquoi nous avons convié des chercheurs qui ont des avis, des points de vue différents sur les modalités du passage à la 5e République. À l'issue de ce débat contradictoire organisé par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, chaque panéliste est resté campé sur sa position. Et à Thomas Rayede Ouedraogo, directeur exécutif du centre, d'ajouter que ce dialogue vient à point nommé en cette journée internationale de la démocratie. Retour dans la ville de Sia où la cybercriminalité n'a plus aucun secret pour la gendarmerie. En partenariat avec l'état-major, la commission de l'informatique et des libertés a organisé une formation sur les dangers liés à l'utilisation des TIC. Quelles seront les retombées de cette mise à jour? Réponse avec Ali Sagnon et Ahadi Sandamba. Futurs agents de police judiciaire pour les uns et commandants de brigade de gendarmerie pour les autres. Ils sont ici, à l'école de la lutte contre la cybercriminalité. Une formation qui se tient à quelques semaines de leur déploiement sur le terrain de la défense et de la sécurité des biens et des personnes. La question de la cybercriminalité, le phénomène des réseaux sociaux sont des éléments sur lesquels on a tenu à les sensibiliser parce qu'en tant qu'agent de police judiciaire,
seront appelés à apporter leur concours à la commission de l'informatique et des libertés. Organisé par la commission de l'informatique et des libertés SIL, le présent séminaire consiste à outiller ses élèves et stagiaires d'approches appropriées dans la lutte contre cette nouvelle forme de criminalité. Notre loi est territoriale, a un champ d'application territorial, la loi portant protection des données à caractère personnel. Donc tous les citoyens burkinabés ont un droit, donc ces élèves sous-officiers également ont un droit. Donc qu'ils connaissent d'abord leurs droits et qu'ils connaissent les droits des citoyens qu'ils vont protéger. Cette journée d'information et de sensibilisation concerne plus de 700 élèves et stagiaires sous-officiers et officiers de gendarmerie. À l'ouverture des travaux, la hiérarchie a invité les participants à plus d'attention pour une gendarmerie encore plus efficace sur le terrain de la lutte contre la criminalité en général et la cybercriminalité en particulier. Restons dans la ville de Sia pour découvrir ou redécouvrir l'histoire d'une princesse, Gimbi Ouattara, fille et sœur de roi. La princesse a marqué l'histoire de Bobo Dioulasso. Un mausolée a été érigé sur sa tombe dans le quartier Kombougou. C'est l'un des sites les plus visités de la ville. Petit cours d'histoire signé Ibrahima Sombier et Marguerite Douagno. Kombougou, le quartier des Dioula à Bobo Dioulasso, séparé du vieux quartier de Dioulasoba par le Marigot. C'est ici, dans la cour royale, que se trouve le mausolée de notre héroïne du jour, Gimbi Ouattara. On dit d'elle qu'elle est fille et sœur de roi, avec un caractère bien trempé déjà très jeune. Mariée de force à 15 ans, elle refuse de perdre son indépendance, ce qui lui vaut d'être maltraitée par son mari. Mais cela ne l'a pas empêchée de jouir d'une certaine considération. Femme nantie, elle possédait d'importants biens et des esclaves et entretenait des guerriers dont elle louait le service par moment. C'était une princesse, elle avait beaucoup de guerriers, ils logeaient même dans le cour ici. Donc ces guerriers accompagnaient les gens au Mali, en Côte d'Ivoire, les commerçants quoi. Donc, après, on l'a payé en espèces. Elle fait de l'eau ici. On dit d'elle que c'est une femme au grand cœur et sa générosité, elle n'hésitait pas à la manifester dans le commerce de Dolo, qui était son activité. Gimbi Ouattara, princesse disponible et d'une gentillesse légendaire, nous dit-on, elle offrait l'hospitalité aux explorateurs de passage à Bobo. Elle aurait accueilli et soigné l'explorateur Benjé alors qu'il est arrivé à Sia très malade. Le docteur Croza et le commandant Montaigne ne tarissent pas de d'éloges à son sujet. Certains témoignages relatent aussi sa relation assez controversée avec l'Almami Samori Touré lors de son passage à Bobo. Mais de tous les témoignages, on retient la qualité de médiatrice de Gimbi Ouattara. Elle faisait la médiation surtout, dans les familles, tout ça, elle faisait la médiation. Donc on a chaque fois des visiteurs, surtout des élèves. Les élèves, les services, ils viennent, et puis les grandes personnalités. Par exemple ici, chaque année, on vient faire la prière là-dessus. Et puis, les femmes font leur truc là, comment dirais-je, mariage, baptême, on fait ça, tout ça ici. Gimbi Ouattara est né vers 1836 à Bobo Dioulasso. Après une vie trépidante, elle meurt en 1919. Dans le mausolée se trouve entreposée toute l'histoire de cette femme battante qui a marqué son époque d'une manière ou d'une autre. Des objets pour usage quotidien, des parures. Et si vous passez par là, vous pourrez toujours vous faire conter l'histoire de cette princesse, souvent contestée et parfois même vivement critiquée par d'autres sources. Mais c'est cela aussi l'histoire. En sport et avant notre rendez-vous dominical avec Mamadi Ouena, sachez que les travaux avancent bien du côté de Gawa. Le ministre des Sports y a effectué une visite pour se faire une idée des infrastructures en construction dans le cadre de la commémoration du 11 décembre. Voyons cela avec Oumarou Sayon et Guespego Dimitri Badini. 4 infrastructures sportives en construction, dont le plateau omnisport de la Direction régionale des sports et des loisirs, la clôture du terrain de football de Gawa ont reçu la visite du ministre en charge des sports. Dans ces différents sites visités, la délégation dénote une avancée acceptable des travaux. Ici, aux écoles centrales A et B de Gawa, l'entreprise détentrice du chantier rassure terminer les travaux dans le délai d'exécution.
On peut dire que nous sommes autour de 20-25% d'exécution déjà parce qu'on a déjà ouvert tout ce qui est fouillis. Normalement, on a un délai de 3 mois, mais on va finir avant le délai. On est un peu rassurés. Et il nous reste quelques semaines encore avant l'échéance. Et les entrepreneurs nous ont rassurés que l'ouvrage sera rendu. Et ce qui nous rassure, je pense qu'il y aura de beaux ouvrages ici. Et par rapport à nos plateaux, je pense que vraiment on est satisfait. Et aujourd'hui, ma venue, c'est pour encourager les entrepreneurs aussi, vraiment de continuer le travail et surtout des infrastructures de qualité. Au site du stade de football, la plus grande infrastructure sportive visitée, le ministre Tahirou Bangré a observé une exécutée du mur du côté des tribunes et souhaite son agrandissement. En dehors de cette difficulté constatée, l'exécution des travaux à ce stade est estimée à 5% et il n'y a aucune crainte quant à la finition du stade dans le délai. Les travaux à ce stade sont au niveau des terrassements, c'est le décapage général du terrain avec les apports de terre qui seront effectués, qui sont les remblais. Ce qui reste à faire, c'est de délimiter maintenant la pelouse du terrain, la pose du gazon synthétique, la pose du bitume pour la piste d'athlétisme, avec 3 mois restants. Voilà. Le rythme actuellement permet le respect du délai envisageable à ce stade. En fin de visite, le ministre des Sports et des Loisirs a échangé avec les responsables des sports de la région en vue de trouver des solutions aux difficultés sportives de la localité. Mamadi Wena, bonsoir. Bonsoir Peggy. On peut dire que l'AGSB elle est prête pour accompagner les festivités sportives du 11 décembre. Pour l'heure, une assemblée générale a procédé à l'élection des meilleurs sportifs de l'année. Évidemment, Peggy, la GSB, comme à l'accoutumée, a tenu ce matin une assemblée générale lors de laquelle les journalistes sportifs ont élu les meilleurs sportifs dans 17 disciplines sportives sur la trentaine reconnue par le CNOSB. Il faut dire qu'il y a des disciplines qui n'ont pas encore organisé des championnats, ce qui fait que toutes les disciplines n'ont pas eu la chance d'avoir des athlètes élus. Donc, des sportifs comme, nous allons voir les images, Bernice Sawadgo au judo et en même temps au karaté, parce que c'est un athlète qui a été élu au judo et au karaté, Mathias Sorgo au cyclisme, Ousmane Silla Junior au football, Abouaka Kendelbego au handball ou Bienvenue Sawadgo en athlétisme verront leur mérite récompensé lors de la nuit AGSB. C'est pour le 20 octobre prochain. Et outre cela, outre la nuit AGSB, il faut retenir aussi la date du 14 octobre pour la Super Coupe qui mettra aux prises le RCK, champion 2016-2017 et l'EFO vainqueur de la Coupe du Faso 2017. On parle aussi badminton, des championnats nationaux débutent à Ouagadougou et c'est une discipline peu connue. Oui, le badminton qui n'est pas très connu dans notre pays, une discipline qui ressemble un peu au tennis, mais ici on ne parle pas de balle mais de volant, vous voyez. Le volant, c'est ce qui sert des balles comme dans les autres disciplines. Et ici, c'est le simple garçon, une fille du moins, simple fille, avec Kaliatou Diallo en bleu et Solange Comparé en grise. Et c'est Kaliatou Diallo qui s'impose 2-7-0. Vraiment, c'est une discipline qui est en train de faire, ses premiers pas au Burkina depuis pratiquement 5 ans quand même que cette discipline existe au Burkina. Et c'est une soixantaine de badistes. Les badistes sont les pratiquants, les pratiquants du badminton qui ont été réunis par la Fédération burkinabé de badminton, une soixantaine âgée de 13 à 17 ans. Donc c'est la jeune pousse qui est en formation. Et au niveau des garçons également en simple, Ulrich Zongo était opposé à Faisal Kafando. Et là, c'est toujours l'image des filles qui passe. Et là, Faisal Kafando s'est imposé 2-7-0. Voilà, Faisal Kafando en jaune s'est imposé 2-7-0 devant Ulrich Zongo. C'est tout ce qu'on avait pour cette actualité sportive du dimanche. Merci à vous, Mamadi Wena. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal qui nous conduit en République démocratique du Congo où une trentaine de personnes a été donc tuée. Il s'agit de demandeurs d'asile burundais sortis manifester contre l'arrestation et le rapatriement de certains d'entre eux. La police congolaise a riposté à balles réelles sur les manifestants dans l'est du pays.
Les Nations Unies demandent l'ouverture d'une enquête après le meurtre d'au moins 36 réfugiés burundais en République démocratique du Congo. L'armée congolaise a ouvert le feu alors qu'ils manifestaient vendredi à Kamanyola dans l'est du pays pour réclamer la libération de 4 demandeurs d'asile qui avaient été arrêtés et devaient être expulsés vers le Burundi. 124 personnes ont aussi été blessées. Cette situation est déplorable quand on voit que nos compatriotes ont été tués comme des animaux. Le gouvernement ne dit rien. Comment expliquer cela? Il menace de nous tuer si on refuse de retourner chez nous, au Burundi. Il faut que justice soit faite. La situation aurait dégénéré après la mort d'un militaire congolais. Les forces de sécurité auraient riposté par des tirs de manière disproportionnée selon la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce journal. Dès demain à 20h, c'est une nouvelle équipe qui s'installe. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina et à bientôt.